l'idée ce soir, du coup, c'est de prendre un montage holding, regarder un peu les objectifs de celui-ci et voir ce qu'on arrive à en faire. Donc l'idée, dans un premier temps, je vais vous présenter un cas de figure. On va regarder c'est quoi la situation cible, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre en partant de ce cas-là. On parlera de la valorisation, on va parler de l'apport de titres, la session des titres, et on fera une conclusion pour voir c'est quoi le mieux. Dans quelle configuration on est en meilleure situation pour réinvestir l'argent ou faire de différentes choses. Voilà. Ah, j'ai noté pour le cobaye. Écoutez, si on cherche des cobayes, je note. Faut pas hésiter. Donc ça, c'est le programme de ce soir. On va du coup partir d'une situation pour commencer. Alors évidemment, c'est nos chers amis monsieur et madame Dupont. On va partir du principe qu'ils sont dans cette configuration-là. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce petit schéma, je l'ai fait. Je suis pas du tout parti de rien. Hein. C'est un schéma qu'on a eu à faire chez Doux auprès d'un client qui avait besoin d'être conseillé. Donc c'est pas du tout une situation purement fictive. Alors j'ai évidemment changé les noms, les montants et les éléments de la situation pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais c'est pas du tout un cas d'école. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est vraiment un cas qui peut se produire. Donc on a Madame Dupont, Monsieur Dupont, ils ont plutôt des affaires qui tournent, ils ont une SARL de famille qui fait du LMNP, parce que pourquoi pas, et ils ont Monsieur Dupont, il est lui associé à 100% d'une SASU qui fait du e-commerce. Alors là l'activité n'est pas spécialement importante, hein, ça peut être à peu près autre chose, mais c'est du e-commerce pour les besoins de l'exemple. On a quelques éléments ici sur ce schéma, gardez bien le schéma en tête, hein, on reviendra dessus, mais gardez-le bien en tête. On va avoir une SARL donc, de famille qui est créée en 2021, activité LMNP, donc SARL LIR. Donc là-dessus, voilà. La SASU e-commerce, elle a été créée il y a 5 ans. On est sur du chiffre d'affaires qui est plutôt en croissance, on a du résultat net, on a des beaux capitaux propres. Et l'objectif, dans ce cas-là, le client, ce qu'il veut, Monsieur Dupont notamment, et Madame Dupont, ils veulent optimiser la situation afin notamment de revendre la SASU. Ils envisagent de vendre la SASU pour réinvestir dans l'immobilier. Donc, a priori, un cas qui se présente régulièrement. Et le deuxième objectif de la famille Dupont, c'est de faciliter la trésorerie, notamment au niveau de la société e-commerce, préalablement à la cession. S'ils peuvent avoir des besoins de trésorerie pour faire d'autres choses, ils voudraient éventuellement pouvoir mettre en place des flux de trésorerie. Voilà. Donc, partons de là. Qu'est-ce qu'on va leur proposer à monsieur et madame Dupont? Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. On va essayer de leur faire une consultation juridique ensemble sur leur société, sur leur projet. Là, ce qu'on va leur proposer, c'est ça. On va leur proposer de venir interposer une société holding entre M. Dupont et la SASU e-commerce. Pourquoi, à votre avis, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi, à votre avis, la SARL de famille, elle ne se retrouve pas rattachée à la holding dans la solution qu'on cherche à atteindre? Vous avez une idée? Je vous laisse réfléchir. Ce montage-là, il va nous permettre quoi? Il va nous permettre la création d'une société holding, évidemment, la valorisation de la société e-commerce. On va faire ensuite un rattachement de la société e-commerce à la société holding. Soit on va faire un apport, soit on va faire une cession. Et on va essayer ce soir de faire les deux, calculer les coûts de tout ça, et voir ce qui est le plus intéressant de faire. Bon, vous n'avez pas trouvé la réponse. C'est pas grave. La SARL de famille ne peut pas être intégrée à la holding pour une raison simple, c'est que son périmètre, c'est la famille, et qu'une holding, aussi proche de M. Dupont qu'elle puisse être, ne sera jamais un membre de la famille Dupont, même si elle s'appelle la holding Dupont. Et donc, il est impossible, dans ce cas de figure, d'intégrer dans le groupe Dupont la SARL de famille en rattachement direct à la holding. Si on avait eu, par contre, une SCI qui faisait de la location de biens à côté, on aurait pu tout à fait la rattacher à la holding. Alors, il aurait fallu se questionner sur la pertinence ou pas, mais en tout cas, c'était possible. Là, ce n'est pas possible, donc la SARL de famille va rester telle qu'elle, on ne va pas y toucher, et on va essayer de faire de l'optimisation au niveau de la société e-commerce pour envisager notamment sa revente et faire de l'investissement immobilier. Ok? On descend un petit peu dans notre schéma. Pof. Ce schéma,
est ce qui nous permet de valider l'objectif A, à savoir la revente de la SASU, encaisser le prix sur une holding pour refaire de l'investissement. Oui, puisque là, une fois que la société holding, on est d'accord que la société holding, elle est bien devenue propriétaire des titres de la société fille, si je vends la SASU e-commerce, c'est ma holding qui va encaisser l'argent. Peu importe combien je la vends, bah, de toute façon, c'est elle qui est propriétaire, donc eh bien, ma SASU touchera le prix de vente si on fait une vente de la SASU. Donc ça fonctionne, le schéma valide la case, on est super content. La holding, une fois qu'elle a l'argent, bah, elle pourra éventuellement réinvestir dans l'immobilier, on verra dans quelles conditions. Sur l'objectif B, là on va mettre des chiffres, on va commencer à faire des calculs. Sur l'objectif B, ben, la question c'est est-ce que la société holding va pouvoir simplifier les flux de trésorerie? Oui. Alors déjà, juste pour prendre un exemple, hein, si jamais Monsieur Dupont avait voulu percevoir les fonds, avec ou sans holding, qu'est-ce que ça donnerait? Imaginons qu'on a une trésorerie au 31 décembre 2023 de 50 000 euros. Si Monsieur Dupont veut récupérer ces 50 000 euros, eh bien, ça va lui coûter 15 000 euros de fiscalité. Hein, c'est le calcul de la flat tax. 50 000 à 30% de flat tax, ça fait 15 000 euros de prélèvement d'administration fiscale. Et ça permet à M. Dupont, s'il n'a pas de holding, d'appréhender 35 000 euros sur les 50 000. Donc, si M. Dupont, bah, il a juste besoin de 35 000, bah, pourquoi pas? Par contre, si M. Dupont il veut optimiser avec la holding, il va pouvoir remonter dans sa holding 50 000 euros. Et là, dans ce cas-là, la fiscalité, bah, elle aura fondu comme la neige au soleil, hein, puisqu'on aura une fiscalité plutôt autour de 375 euros. Je vous explique le calcul. Vous l'avez en dessous, mais je vous l'explique quand même. On va partir du principe qu'on bénéficie du régime mère-fille. Régime mère-fille qui implique que la société mère eh bien, détienne des titres depuis plus de 2 ans, ou en tout cas qu'elle s'engage à les conserver 2 ans. Donc ça s'applique dès la première année, mais ça pourrait être remis en cause plus tard éventuellement si on n'arrive pas à garder les titres suffisamment longtemps. Et effectivement, on va appliquer de la fiscalité au niveau de la holding sur uniquement 5% des dividendes. Alors je crois que mon calcul... il y a un petit détail dans mon calcul qui n'est pas bon en dessous, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, on fait 50 000 multiplié par 5 divisé par 100. D'accord? Et dessus, on applique l'impôt sur les sociétés qui est à 15%. Donc 15 divisé par 100, 375 euros. Donc ça veut dire que si je veux réinvestir avec ma holding, eh bien 50 000 euros moins 375 euros de fiscalité, ma holding, elle pourra réinvestir 49 625 euros. Donc juste là, sur ma capacité à réinvestir, eh bien je viens de gagner quasiment 15 000 euros quoi, pour réinvestir. 15 000 euros, c'est pas rien. Sachant que, évidemment, plus on augmente ce chiffre, plus ça grossit. Est-ce qu'il y aura un replay? En fait, la vidéo est enregistrée, donc elle sera disponible sur la chaîne Twitch pendant les prochains jours. Donc vous pourrez revenir la voir en intégralité si vous le souhaitez. Voilà. Donc normalement, pas de difficulté là-dessus. Donc, juste déjà sur notre capacité de réinvestissement, la holding nous permettra de remonter de la trésorerie et de limiter le frottement fiscal qu'on aurait eu dans le cadre d'un réinvestissement. Ça marche avec 50 000, on peut refaire les calculs avec 100 000, ça augmente un petit peu les frictions fiscales, mais ça les augmente proportionnellement, hein. Donc forcément beaucoup plus en termes de valeur absolue. Si j'ai pas de holding, ça coûte plus cher. Donc a priori, nos objectifs avec ce schéma sont validés. Maintenant, la question c'est comment on le met en place, ce schéma. Parce qu'on l'a vu, il y a quand même une création d'holding, une valorisation à faire, un certain nombre de choses. Sur la valorisation, et pour les besoins de l'exemple, ici on est face à une société qui va apporter l'intégralité de ses titres à une société holding, dont M. Dupont sera l'associé unique. À partir de là, j'ai pas forcément besoin de partir sur une valorisation excessive, et souvent dans ce genre de configuration, on va plutôt partir sur une valorisation dite patrimoniale. Donc on va partir des capitaux propres. Pour rappel, dans notre exemple qu'on a vu tout en haut, avec les petits chiffres qu'on avait, eh bien, les capitaux propres de la société de e-commerce étaient de 155 000 euros. Donc on va partir du principe qu'on peut avoir cette valorisation retenue, que ce soit pour une cession ou pour un apport de titre. Okay ?
Une fois qu'on a fixé cette valorisation, alors ça peut être aussi, si on ne fait pas la valorisation patrimoniale, avec les capitaux propres, on peut faire d'autres méthodes, hein. Mais du coup, il faut voir ce que ça donne en termes de chiffres. Sachant que là, on est dans une configuration, l'objectif c'est d'avoir une valorisation la plus basse possible, mais qui a, d'un point de vue de l'administration fiscale, une justification. Hein, parce que si on fait volontairement une valorisation extrêmement basse, l'administration fiscale, elle a à y perdre, et donc elle peut venir vous chercher des poux. Administration fiscale, que j'ai l'habitude d'appeler évidemment Sauron, l'œil du mal, avec les Nazgûl. Heureusement, il y a le replay, j'ai raté le début. Vous n'avez pas raté beaucoup. Vous n'avez pas raté beaucoup. On est en train de faire des calculs sur une création de holding avec apport aux cessions. Donc pour le moment, on a surtout présenté le projet et ensuite on va faire les calculs. Eh bien, vous pouvez avoir une valorisation, par exemple, sur la rentabilité, en partant du principe que vous prenez plutôt le résultat net, par exemple, sur 3 ans, 3 ans de résultat net. Alors après, moi, je ne suis pas un professionnel de la valorisation, parce que je ne suis pas expert comptable personnellement, moi, je suis juriste, mais on a chez Dougs des comptables qui s'occupent de valoriser les entreprises en fonction des méthodes. Il faut savoir aussi que selon les secteurs d'activité, on ne va pas forcément utiliser les mêmes méthodes. Mais quand on fait une valorisation complexe, on va plutôt partir sur une application de plusieurs méthodes. On va faire une moyenne des méthodes et on va appliquer des pondérations selon le secteur d'activité. Si c'est un secteur d'activité où la valeur patrimoniale est faible, on va appliquer une pondération plus faible sur cette valeur-là. Voilà. Si vous êtes intéressé, peut-être qu'un jour on pourra envisager un co-live avec un collègue comptable qui pourrait nous parler de sa méthode de valorisation des entreprises. Ça vous intéresse? Moi, je serais chaud pour faire ça, en tout cas. Il faut que je me trouve un collègue comptable pour faire ça. Mais il y a Émilie. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle à Émilie. Émilie, vous la connaissez certainement. Elle est beaucoup sur nos vidéos YouTube. Et elle fait des valorisations. Quand j'ai des questions, c'est à elle que je les pose. Donc, notre société valorisée 155 000 €. Et bien, du coup, quelle question? Évidemment, eh bien, that is the question. Eh bien, apport ou cession. Donc là, on va essayer d'étudier les deux mécanismes et on va regarder combien ça coûte tout ça. Donc, déjà, je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'apport. Vous savez peut-être un peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne, mais si vous ne savez pas, eh bien, on vient dessus. Ok? L'idée, c'est un échange de titres, en fait. C'est-à-dire que M. Dupont, il va donner ses titres à la société holding, et la société holding, en contrepartie, eh bien, va lui donner des titres de son propre capital de la même valeur. Donc, M. Dupont, il n'est plus associé, et la holding, elle est créée avec un capital social de la valeur des titres de la société de M. Dupont, 155 000 €. D'accord? Si on se met sur un petit schéma, hop, ça veut dire qu'avant, on n'avait pas cette holding. On était comme ça, pouf. Il y avait les 100% ici de la SAS du e-commerce qui vaut 155 000 €. Monsieur Dupont, il dit, écoute, hop, ça maintenant je les donne ici, et du coup, forcément, elle devient propriétaire de ça. Donc là, on a un capital de 155 000 € qui est composé des titres de la SAS du e-commerce. La holding, elle est toujours elle détient à 100% du coup de la SAS du e-commerce. Mon capital de ma SAS du e-commerce, il n'a pas changé. J'ai vraiment échangé les titres pour venir interposer une holding. Effectivement, si vous créez votre holding là au moment où la société n'a pas encore clôturé les comptes, on peut se passer de l'étape valorisation et partir sur une valeur nominale. Et ça permet effectivement de simplifier l'opération. Parce qu'on va voir tout à l'heure que faire un apport de titres, c'est intéressant, mais c'est pas sans conséquence. Et ça permet effectivement de faire une opération qui coûte moins cher en termes de mise en place et assez neutre fiscalement. Vous avez tout à fait raison. Donc, l'apport de titres, en gros, c'est un échange de titres. Je donne mes titres de ma SASU à ma holding, et ma holding, du coup, son capital, c'est la valeur des titres, 155 000, et c'est M. Dupont qui est propriétaire des 155 000 € de
capital de la holding. Vous me dites, ça vous questionne, s'il y a des points où vous dites, là c'est pas clair. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'apport génère de la fiscalité. D'accord ? C'est pas complètement neutre en termes de fiscalité, puisqu'il y a une mutation d'un point de vue... Alors, en jargon fiscal, on va faire du jargon fiscal, faisons-nous plaisir, faisons du jargon fiscal. L'apport de titres, c'est une mutation à titre onéreux. Oh là là, quelle barbarie. Encore, on arrive sur le 150 OBTR du Code général des impôts. Il faut savoir que le Code général des impôts, si vous vous ennuyez à l'occasion dans votre vie, allez le feuilleter. Vous allez voir, ils se sont fait très plaisir sur le nom des articles, avec des choses très originales. Voilà. Ça fait très livre d'histoire. Donc on va quand même calculer notre plus-value. Parce que même si on fait un apport, eh bien, il faut savoir que la valeur de notre bien, là c'est 155 000 euros, moins 1 000 euros égale 154 000 euros de plus-value. Et j'ai quand même fait une plus-value. Puisque moi, j'ai récupéré des titres qui valent 155 000 euros, alors qu'initial, ma SASU e-commerce, je l'avais écrit avec un capital de 1 000 euros. Donc j'ai fait une plus-value de 154 000 euros. Et cette plus-value, eh bien, elle existe, elle est constatée fiscalement. Par contre, dans certaines conditions, les conditions prévues à l'article 150 OBTR du Code général des impôts, eh bien, si je réponds aux conditions, c'est-à-dire principalement l'apport est réalisé en France ou dans l'État de l'UE, la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Et ici, c'est le cas. C'est la holding, la société bénéficiaire de l'apport, et c'est M. Dupont, qui était le même propriétaire de la SASU e-commerce, qui va contrôler la holding. Donc on coche les deux cases, et donc notre opération d'apport ici, elle est éligible au régime de report d'imposition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a constaté que j'avais fait une plus-value, M. Dupont a fait une plus-value de 154 000 euros, mais on ne va pas lui demander de payer d'impôt à M. Dupont. On va lui dire, c'est en report. Ta plus-value est en report, M. Dupont, tu ne payes pas d'impôt. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'il y a des conditions pour ça. Notamment, il va falloir déclarer dans son impôt sur le revenu la plus-value. Pas l'oublier. Il y a un peu de formalisme quand on fait un apport. Et il y a des cas dans lesquels le report d'imposition va prendre fin. Et je vous spoil tout de suite, mais fin du report d'imposition, ça veut dire paiement de la fiscalité. Fiscalité sur les 154 000 euros, on parle d'une fiscalité à hauteur de 30%. Ça pèse un peu d'argent quand même. Surtout si on n'avait pas prévu de les payer. Si par exemple, je vends, on ne va pas relire forcément tous les cadres, mais en gros, si je vends ma holding ou je me débarrasse de ma holding, mon report d'imposition tombe. Si je me débarrasse de ma holding, si M. Dupont il se débarrasse de sa holding, le report d'imposition tombe. Et donc, la fiscalité, M. Dupont, il doit la payer. 30% sur les 154 000. OK ? Si on fait une vente des titres de la fille, donc en gros, le premier cas, c'était je vends ma holding, pouf, forcément, si je vends ma holding, de toute façon, je vends tout en dessous, parce que ça appartient en dessous. Donc si je vends ma holding, le report d'imposition tombe. Si je me débarrasse de ma SASU e-commerce, le report d'imposition tombe, sauf, si je m'engage à réinvestir 60% du produit de la vente, donc ici, la vente de la société fille, imaginons que je vends ma société fille le double, 310 000, je m'engage à réinvestir 60% des 310 000 de la vente de ma société fille dans l'économie réelle. Dans ce cas-là, eh bien, je peux garder mon report d'imposition. Donc si je ne le fais pas, ça c'est dans les 3 ans. Si je change de pays en termes de résidence fiscale, pareil, fin du report d'imposition. Ce qui est important, j'ai parlé d'économie réelle, parce qu'en fait, le maintien du report d'imposition, eh bien, c'est possible uniquement si vous faites un investissement dans des activités commerciales principalement, ou artisanales, mais des activités économiques autres que patrimoniales. Donc, je ne peux pas, dans ce délai de 3 ans, réinvestir sur des activités patrimoniales la vente de ma SASU. Et donc, là, on repère un certain nombre de difficultés par rapport à l'objectif qui était pour M. Dupont de
eh bien, de réinvestir dans de l'immobilier. J'ai fait un petit schéma pour reprendre les différentes étapes de ces opérations d'apport. On va le découvrir ensemble, étape par étape. Ok ? Donc, partons de jour J. Le jour J, réalisation de mon apport. Déjà, un des premiers délais à avoir en tête, c'est un délai de 2 ans. Ce délai de 2 ans, il est important. Pourquoi ? Parce que 2 ans, c'est le délai qu'il faut pour valider le régime mère-fille, celui qui nous permettait tout à l'heure d'optimiser la remontée de la trésorerie sur la société en payant très peu de fiscalité. Et il nous faut également 2 ans pour valider le régime des titres de participation. Le régime de titres de participation, c'est un régime qui nous permet de réduire de manière énorme la fiscalité en cas de revente des titres de la société fille. Donc on va réduire la fiscalité et on va essayer de garder les reports d'imposition. C'est ça l'idée quand même. Donc le premier délai de 2 ans, très important de l'avoir en tête. Deuxième délai à avoir en tête, c'est le délai de 3 ans. Pourquoi ? Parce que pendant le délai de 3 ans, donc du jour J à la fin de la 3e année, il y a plusieurs options. Si je vends les sociétés, les titres de ma SASU e-commerce qui ont été apportés à ma holding, soit je réinvestis 60% du prix dans des activités commerciales, artisanales, etc. Et dans ce cas-là, j'ai droit à un maintien du report. Donc, l'administration fiscale ne m'appelle pas pour me demander de verser les 30% des 154 000. Ça, c'est très agréable. Si je ne réinvestis pas dans des activités commerciales, dans un délai de 2 ans, fin du report, eh bien, l'administration fiscale m'appelle et me dit, va dire à M. Dupont, Monsieur Dupont, il faut verser les 30% des 154 000. Donc là, déjà, on voit qu'on n'est pas libre. Pendant 3 ans, une fois qu'on a fait un apport, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut si on vend la société fille, et jusque, du coup, le délai de 3 ans. Puisqu'une fois ce délai de 3 ans atteint, eh bien, le report d'imposition, il est dit acquis. Il est dit acquis, notamment, si vous revendez la SASU e-commerce après 3 ans, là, vous aurez la possibilité de réinvestir, y compris dans des activités patrimoniales. C'est-à-dire que si je vends avant 3 ans et que je ne veux pas me retrouver à payer la fiscalité sur mon report d'imposition, je dois investir uniquement dans des activités commerciales, industrielles, etc. Par contre, si je vends au-delà de 3 ans après l'apport, eh bien, j'ai mon report qui va se maintenir et je pourrais même investir cet argent, par exemple, dans d'une SCI qui va aller acheter des immeubles. Donc ça fait super plaisir. Ça, c'est donc pour l'opération d'apport. On va faire les calculs après, vous allez voir. Donc, le plus de l'opération d'apport, très clairement, c'est un frottement fiscal extrêmement réduit. Le moins, c'est que l'associé ne va pas percevoir de somme dans l'opération et il va y avoir du formalisme à suivre. C'est-à-dire que moi, en tant qu'associé, enfin, M. Dupont, en tant qu'associé, lui, il n'a juste pas payé de fiscalité. Mais ce qui est une forme de gain déjà considérable, mais il n'a pas encaissé d'argent, sur son compte personnel en tout cas. Il n'a pas pu récupérer d'argent. Voilà. Si je ferme la société fille dans les 2 ans, ça peut remettre le régime oui. Oui, oui, oui. Même si vous avez fait une cession. Vous fermez la société fille dans les moins de 2 ans, en fait, votre régime mère-fille, il n'est pas acquis. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est une remise en cause des distributions de dividendes au régime mère-fille et application de l'IS sur l'intégralité, et pas sur 5%. Si vous êtes dans cette situation-là, en général, on va vous recommander de garder la société fille en vie, au moins le temps d'avoir validé le délai du régime mère-fille. Voilà. C'est important. Il vaut mieux payer quelques mois de compta en plus, surtout si c'est en plus c'est à 12, on est très sympa, plutôt que de voir le régime mère-fille remis en cause. Vous pouvez la mettre en sommeil. Hein. Après, la mise en sommeil, personnellement, je suis pas fan, puisqu'en fait, la mise en sommeil, ça vous exonère d'aucune obligation, en gros, la seule chose que ça va vous permettre, la mise en sommeil, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire vos déclarations de TVA, quoi. Voilà, c'est tout ce que vous allez gagner. Donc, franchement, pas hyper intéressant.
Vraiment pas hyper intéressant. En fait, vous allez payer des frais de mise en sommeil pour vous esquiver des déclarations de TVA, quoi. Vous aurez quand même l'obligation d'avoir votre dépôt, votre assemblée générale, votre approbation des comptes, vos dépôts des comptes et votre liasse à la fin de l'année. Enfin, la mise en sommeil, c'est vraiment un mécanisme a du mal à comprendre l'intérêt aujourd'hui. Donc, bah, on a fait déjà un gros morceau sur le traitement des apports. Ça, c'est plutôt cool. J'espère que c'est plus clair pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir, on fait un apport, on ne paye pas la plus-value. Si on cède pendant les 3 ans, il faut faire gaffe parce que on a des conditions de réinvestissement. Si on cède au-delà des 3 ans, la société fille, ça se passe bien. Et si on cède par contre avant les 2 ans, attention, régime mère-fille, régime des titres de participation. Vous allez voir, on va faire des calculs après. Vous allez mieux comprendre peut-être aussi le régime des titres de participation, qui a un fonctionnement assez proche du régime mère-fille en pratique. Donc, vous allez voir, ça va bien se passer. Maintenant, on va faire une autre simulation. On va essayer cette fois de faire une cession de titres. Donc là, très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée d'abord une société holding, toute seule, comme une société en elle-même, sans opération spécifique. Et puis on a un petit capital, on met 1000 euros, comme d'habitude pour une société de ce type-là, pas besoin de mettre un gros capital. Et une fois que ma société holding est créée, eh bien je vais lui vendre. Monsieur Dupont va lui vendre sa société, sa SASU qui fait du e-commerce. Et ça c'est cool. Parce que du coup, on n'a pas besoin de faire intervenir un commissaire aux apports. Je ne vous l'ai pas dit ça avant. Opération d'apport, commissaire aux apports, ça coûte plus cher. Un peu plus de contraintes. C'est pour ça que l'opération d'apport coûte plus cher. Mais elle peut générer plus d'économies. On va voir après les chiffres. Donc, on a là le cas où la société holding rachète à M. Dupont la société e-commerce, donc il lui vend. À noter que la société holding va devoir donc 155 000 euros à M. Dupont. Mais M. Dupont étant associé de la société holding, on n'est pas du tout obligé d'aller à la banque demander un emprunt pour que la holding puisse payer les 155 000. On peut simplement mettre les 155 000 dans le compte courant, c'est-à-dire les comptabiliser comptablement dans le compte courant d'associé de M. Dupont. M. Dupont pourra demander à la société de le rembourser petit à petit. La société holding le remboursera dans le temps quand elle aura de la trésorerie. Par exemple, quand on aura fait remonter de la trésorerie de la société e-commerce. Donc, il n'y a pas de problématique de financement. C'est ça que je veux absolument que ce soit précis. L'opération, du coup, entraîne la création de la holding et la cession des titres de la société e-commerce. Donc, en gros, ici, on reprend le petit schéma. Hop. On se retrouve, finalement, on était comme ça. Monsieur Dupont, il dit à la holding, rachète-moi les titres donc, Monsieur Dupont, il a créé une holding. D'accord. Ouf, il est comme ça, Monsieur Dupont. Il a créé une holding qui détient 100%, elle a un capital de 1000 euros, et puis il dit à la holding, vas-y, rachète-moi mes titres de SASU e-commerce, STP. La holding, il se trouve que comme c'est Monsieur Dupont qui décide dans la holding, il est d'accord, et il rachète, et du coup, on est dans cette configuration-là. Ce qui revient, in fine, à la même situation qu'en cas d'apport de titre. Vraiment, c'est le même processus qui aboutit à la fin. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, la cession va avoir une fiscalité très différente. Parce qu'en fait, la fiscalité qu'on a essayé d'éviter avec le report d'imposition avant, là, on va la payer. Donc, faisons le calcul. Mon prix de vente, 150 000 euros. 155 000 euros. 1000 euros, c'est mon capital initial quand j'ai créé ma SASU e-commerce. Donc, M. Dupont, il a une plus-value de 154 000 euros. Il va devoir la déclarer. Donc, si imaginons qu'il il fait la cession en 2024, il va devoir les déclarer. Il paiera de la fiscalité au moment de payer son impôt sur le revenu au titre de l'année 2024, donc printemps 2025. Et là-dessus, la fiscalité, c'est 30%. 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu, 17,2 au titre des prélèvements sociaux, schéma classique. Si vous détenez des sociétés depuis très longtemps, avant 2016,
qui a la possibilité de se soumettre au barème progressif. Mais là, on a vu, c'est une société créée en 2018, dans notre speech de base. Ok. Donc, fiscalité 30%, 154 000 fois 30%. Eh bien, si on fait ça, Monsieur Dupont, eh bien, il va devoir payer en 2025 à l'administration fiscale la somme de 46 200 euros. Et c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce qu'on va le voir après, ça peut générer des gains également, en réalité, de payer de la fiscalité. On a fait d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne YouTube qui vraiment cible spécifiquement ce schéma, où on fait une opération de cession, on paye de la plus-value, mais en fait on gagne à la fin de l'argent. Voilà, c'est pile je gagne, face je gagne quand même. Donc les deux opérations peuvent bien marcher. Les avantages ici, bah, c'est qu'en plus l'associé va percevoir un prix de cession, c'est-à-dire que la société holding lui doit 155 000 euros qu'il va pouvoir récupérer au fil de l'eau. Enfin, 155 000 euros, il va pouvoir les récupérer. Hein. Il devra payer 46 200 euros dessus, mais il va pouvoir les récupérer. Il n'y a pas de formalisme à suivre chaque année, comme vous avez pour un besoin d'apport. Et surtout, il n'y a pas tous ces mécanismes de je réinvestis pas, je réinvestis dans 3 ans, je réinvestis avant les 3 ans, je réinvestis 60%, pas des activités immobilières, etc. Là, j'ai pas toutes ces questions-là. En fait, ce que j'ai purgé ma plus-value, j'ai payé ma plus-value. Donc bah, finalement, une fois que j'ai fait cette opération-là, je fais ce que je veux. Voilà. Bah, le point négatif, c'est le coût fiscal, qui est effectivement plus élevé que quand on fait un montage plus ordinaire. Enfin, montage avec un apport, c'est pas forcément plus ordinaire. En tout cas, un montage avec un apport, le coût fiscal, souvent, il va être plus élevé. Exactement. Si on revend dans les 3 ans, l'opération avec cession peut être hyper intéressant. Bah, sauf si on a un projet de réinvestissement. Hein. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler des opérations dites d'apport-cession. C'est des opérations où l'objectif, on pourra faire une simulation d'apport-cession. On verra tout à l'heure si on a le temps. Ça sera vraiment du live pour le coup là. On verra, on essaiera de faire un apport-cession. Et ça peut être intéressant, mais c'est dans le cas où, pour le coup, on va réinvestir, quoi. Donc ça, c'était pour l'opération de cession des titres. Donc, maintenant, on en sait un peu plus, et on revient à notre schéma de base, où Monsieur Dupont, il nous avait dit « Ouais, mais moi, je veux la vendre, ma société e-commerce. » Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe sur la fiscalité, au global, hein, de l'opération de A à Z, création de la holding, puis fiscalité sur la revente, si on n'avait pas fait de holding, si on fait la holding avec un apport de titre, ou si on fait la holding avec une cession de titre. Je vous propose de regarder ces 3 schémas et regarder les coûts. On fera un petit comparatif ensuite. Premier schéma, facile. Monsieur Dupont, il a vendu sa société e-commerce. Alors ici, j'ai pris un schéma de revente de manière fictive pour la valeur. Je suis parti sur un prix de vente qui est 2 fois la valeur du prix d'apport. On a bien négocié. Il y a eu encore un peu de hausse d'activité avant la vente. Voilà. L'objectif, c'est quand même d'essayer d'en tirer un max. Ok. Je crois que j'ai un tic de langage avec ça, ok. N'hésitez pas à me le dire. J'attends vos confirmations. Moi. Du coup, si je fais ma session et que j'avais pas fait de holding, Monsieur Dupont qui vend la société 310 000 euros, la plus-value là c'est 309 000, puisque 310 000 moins les 1 000 euros de capital initial de la société e-commerce, eh bien ça nous fait 92 700 euros de fiscalité. Donc là, dans ce schéma-là, Monsieur Dupont, capacité de réinvestissement 217 300 euros. C'est surtout ce chiffre-là qu'on va regarder, hein, la capacité de réinvestissement. Donc 310 000 moins 92 700 en gros. Ça coûte très cher. On a gagné de l'argent, on a payé beaucoup d'impôts. Maintenant, si je fais un apport, là, vous allez voir, les chiffres diffèrent complètement. Mon prix de vente, c'est toujours 310 000 euros. Mais là, ma plus-value, c'est 155 000. Pourquoi ? Parce que ma holding, les titres, elle les a payés 155 000. C'est du capital qu'on lui a apporté pour 155 000.
Donc la holding, sa plus-value, elle est moitié moins que si j'avais fait une opération en direct. Et en plus, je vais pouvoir bénéficier, lors de la revente de ma SASU e-commerce, au bout de 2 ans, on va partir du principe qu'on est au bout de 2 ans, je vais pouvoir bénéficier du régime des titres de participation. Le régime des titres de participation, il fonctionne de manière relativement simple. C'est qu'en gros, une société holding qui vend des titres de participation, donc si elle les détient depuis plus de 2 ans et que les deux sociétés sont à l'impôt sur les sociétés, pour faire simple, eh bien, sa plus-value est imposée à l'impôt sur les sociétés avec un abattement de 88%. Non, 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 le son n'a pas sauté. La connexion est bonne, vous avez bien entendu. Un abattement de 88%. Ça veut dire que sur les 155 000 euros de plus-value, ma holding, je fais un abattement, donc je calcule la base taxable, c'est 155 000 par 12%, et ensuite j'applique le taux d'IS à 25%. Parce que là, le taux réduit ne peut pas s'appliquer sur le titre de participation. Et ça veut dire que ma société holding, dans ce schéma-là, elle a vendu 310 000 et elle va payer en fiscalité 4 650 euros. On peut s'amuser à faire le calcul. 4 650 sur 310 000, ça me fait 1,5% de fiscalité. La France est un paradis fiscal, moi je vous le dis. C'est carrément de la magie. Je suis un magicien finalement. Magicien fiscal. Et là surtout, la capacité de réinvestissement, 305 350 euros. Je vais pouvoir aller acheter quelque chose de plus conséquent. J'ai gagné, voilà, on va faire le comparatif après, mais c'est saisissant. Maintenant, on va regarder notre troisième cas, c'est si on a fait une opération de cession. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours une plus-value de 155 000 euros, puisque la holding, elle les a achetés 155 000 euros à M. Dupont, les titres. Et donc là, on a un impôt sur les sociétés qui est toujours le même, 4 650 euros, pour les mêmes raisons, l'abattement de 88%. Par contre, là, si on veut être pertinent dans le calcul du coût global, on va intégrer la plus-value qu'on a payée quand on a fait la cession. Donc, rappelez-vous, juste au-dessus ici, quand on a dit on fait une cession, on a calculé, ça faisait 30% de 154 000, 46 200. Donc là, il faut qu'on soit rigoureux. On reprend cette somme-là pour étudier notre montage. Ça nous fait un prélèvement total aux alentours de 50 850 euros et une capacité de 259 150 euros. Donc déjà, juste avoir créé une holding et avoir purgé la plus-value, si on compare avec le schéma où j'ai pas la holding, déjà, ça fait une belle différence également. Je vous ai fait un petit tableau, bien sûr, avec les chiffres qui comparent tout ça. Donc on retrouve les prix de cession, avec, vous avez première colonne, si on fait une cession en direct, c'est-à-dire sans création de société holding. Si ensuite je crée ma société holding et que je fais un apport, on voit bien les 305 350 de capacité de réinvestissement. Et par contre, cession par la holding après rachat des titres, là, 259 150 euros. Est-ce que ça veut dire que je dois mécaniquement toujours faire un apport de titres? Je pense pas. Je pense pas du tout. Mais effectivement, la conclusion, là, elle est relativement sans appel, enfin je pense, c'est que si jamais Monsieur Dupont, son objectif, c'est de faire du réinvestissement, l'opération d'apport lui permet d'avoir le montant de réinvestissement le plus élevé. Plus de 300 000 euros de capacité de réinvestissement. Par contre, M. Dupont, vous vous souvenez ce qu'il nous avait dit au début, M. Dupont? M. Dupont, il veut réinvestir dans l'immobilier. Donc, ce schéma n'est possible pour M. Dupont que s'il accepte d'attendre 3 ans pour revendre la SASU e-commerce. Puisque s'il n'attend pas les 3 ans,
ben, il va se retrouver avec le report d'imposition qui va tomber parce qu'il va acheter de l'immobilier. Et que l'immobilier ne fait pas partie des activités dans lesquelles on peut réinvestir en maintenant le report d'imposition. Ça aurait été tout autre. Si M. Dupont, son objectif, c'était de réinvestir dans une start-up, une TPE ou une PME qui est pas loin de chez lui et qui cherche des financements, bah, là, potentiellement, il n'aurait même pas à attendre les 3 ans. Il pourrait créer et directement réinvestir. Maintenant, si M. Dupont il est pressé et il estime d'ailleurs que l'offre à 310 000 qu'il a reçue, elle est vraiment bien et il ne se voit pas attendre 3 ans pour faire ça, bah, peut-être que faire une opération avec rachat des titres, une holding avec rachat des titres, bon, bah, c'est sûr, hein, on perd 46 000 euros et quelques dans la bataille, mais c'est mieux que de perdre 92 000. Donc, pourquoi pas, puisque bah, la cession va lui permettre de quand même payer un peu moins de fiscalité. Exactement. C'est exactement ça. J'allais y venir. Vous avez tout à fait raison. Avec 155 000 euros qu'il a perçu notre ami M. Dupont, imaginons qu'il se rémunère. M. Dupont, parce qu'il a quand même besoin, il a des factures à payer. Il a un foyer à faire tourner, M. Dupont, il a des charges. Et M. Dupont, eh bien, il a fait une holding sous forme de URL. Il prend une rémunération. Cette rémunération, aujourd'hui, elle est soumise à cotisation. Autour de 45%. Bah, ce qu'il va pas prendre en rémunération, bah, il ne paiera pas de cotisation dessus. Donc imaginons que sur le budget de 155 000 euros, s'il avait pris tout ça en rémunération, il aurait payé 45% de cotisation. Pour prendre 155 000 euros, il aurait payé 45% de cotisation. Alors pour faire un calcul particulièrement rigoureux, il faudrait venir réduire le coût de l'IS, enfin le gain de l'IS, puisque sur les cotisations et sa rémunération, c'est déductible de l'IS. Mais globalement, il a quand même gagné 45% de cotisation qu'il ne payera pas quand il va se rémunérer au fil de l'eau en remboursement de la somme qui est sur son compte courant d'associé. Et donc, bah, il va gagner 45% des 155 000 euros. Si on contrebalance ça avec les 46 200 euros qu'il a payés, même si après neutralisation de l'IS, des 25% d'IS, on va dire, qu'il n'a pas économisé, bah, on reste sur quelque chose qui est pas mal quand même. En tout cas, on n'est pas sur un gros décaissement. Donc, si M. Dupont il veut pas attendre, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut lui proposer. Une cession, coût fiscal plus élevé, on paye la fiscalité, sachant qu'on a un petit peu de temps, on a vu, payer la fiscalité, il va la payer en 2025. On a le temps, entre-temps, de récupérer l'argent pour payer la fiscalité l'année prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le projet de M. Dupont. N'hésitez pas à réagir si ça vous questionne. J'espère en tout cas que c'était clair. J'ai conscience que ça peut être dense comme explication, mais en tout cas, si c'est clair, je suis très très content pour vous. Du coup, finalement, on a du temps, on est même carrément en avance, je n'avais pas vu l'heure. Ce que je vous propose, c'est on essaie de faire un apport session ensemble, comme vous avez potentiellement entendu parler. L'apport session, on va essayer de mettre des post-it, on va faire des chiffres, on va y aller un peu en live. L'apport session, ça veut dire que globalement, imaginons, j'ai une société, j'ai ma SASU e-commerce, elle est super bien valorisée, ma SASU e-commerce, vraiment elle marche bien, 500 000 euros de valorisation, on me fait une offre à 500 000 euros. Et moi je me dis c'est génial, 500 000 euros. Imaginons donc une SASU e-commerce avec une valorisation à 500 000 euros. Donc là on est très content. Et si je vends ma SASU e-commerce,
Du coup, faisons les calculs. Hein. Fiscalité, si je vends ma SASU e-commerce, 500 000 multiplié par 30%. Ouf. Bah, ça va nous faire 150 000 euros. C'est désagréable, ça. Donc ça veut dire que l'argent qui va me rester, une fois que j'ai vendu ma SASU, c'est 350 000. Ok. Ok. Eh bien, si j'avais fait un apport cession, c'est-à-dire que, imaginons que dans ce schéma-là, moi, je veux vendre ma SASU e-commerce, mais j'ai pas prévu d'arrêter les affaires. Et je veux réinvestir. Eh bien, je vais faire un apport cession. Et je vais apporter ma SASU. On va essayer de faire des petits post-it pour représenter. Là, on a la SASU e-com. Et puis là, on a David. Hop, je vais y arriver. On a David. Pouf. Je me sacrifie hein, pour les besoins du live. Je me sacrifie à coût de 500 000 quand même. On a David. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mes biens à ma holding. La holding BG. Parce que pourquoi pas. Je vais lui apporter, et là, ma valorisation, je vais faire 500 000 euros. Pouf. Comme ça. Donc là, on est sur du 100% partout. Hein. Et là, moi, je vais faire un apport. Donc on est OK que je paye 0 fiscalité. Parce que je suis dans mon opération d'apport, telle qu'on l'a vu ici, qui fait que je constate ma plus-value, 500 000 euros de plus-value, parce que c'était quasiment 500 000, hein, j'avais un capital de 1 000 euros. Donc une plus-value de 499 000 euros, beaucoup de fiscalité à payer, mais je ne paye pas ma fiscalité parce que je fais un apport en report d'imposition. Et tout de suite après, là, je vais avoir une personne qui me rachète ma société, l'acheteur. Hop, je lui vends les titres et je lui vends. Opération de vente, on prend une petite post-it, hop, vente pour 500 000 euros. Pour l'acheteur, on est d'accord que qu'il paye 500 000 euros à David ou à la holding BG, pour lui c'est pareil. Hein. Et ma holding, eh bien elle encaisse 500 000 euros. Pouf, les 100% ils passent de ce côté-là. Ben là, on va regarder un peu la fiscalité. La fiscalité, ici, ça va être, pour ma holding, prix d'acquisition. Je vais réussir à l'écrire. Hein, moins, enfin, prix de vente moins prix d'acquisition. Le prix de vente ici, c'est 500 000 euros. Moins le prix d'acquisition pour ma holding. L'apport compte comme une valorisation à 500 000. 500 000 euros. 0 euros de plus-value. Plus-value, 0 euros. La fiscalité pour une plus-value à 0 euros, bah c'est 0 euros. C'est à ça que ça sert une opération d'apport-cession. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais David, tu as vendu les titres de ta SASU e-com. Et ça va faire tomber ton report d'imposition. C'est vrai. Sauf si je réinvestis. Sauf si je réinvestis. Et si je réinvestis, par exemple, dans 60% dans l'économie réelle, je peux tout à fait, dans une activité commerciale,
eh bien j'aurai 0 € de fiscalité. Donc ma capacité de réinvestissement dans une start-up locale, bah, c'est 500 000 euros. Là, j'ai vraiment un frottement fiscal qui est... en fait, le coût, c'est le coût de l'opération, quoi. C'est la création de la société, faire les apports et les honoraires, quoi. Mais j'ai vraiment zéro coût sur ce genre d'opération en termes de fiscalité. C'est comme ça qu'on fait en matière d'apport-cession. Donc bah, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc vous avez régulièrement des personnes qui envisagent de vendre leur activité et qui créent une holding pour faire la vente, en fait, pour ce mécanisme-là. Par contre, je peux pas, là, David, il peut pas réinvestir, sa holding ne peut pas aller réinvestir dans une SCI. Parce que là, si David il fait ça, c'est pas possible, hein. L'administration fiscale, elle va lui tomber dessus. Donc on va faire une grosse croix rouge. Hop. Voilà. Pas possible. Je galère un peu avec ma croix rouge, hein. Voilà. Bah, les conditions en termes d'investissement, c'est 60% des 500 000. Hein. Donc 60% des 500 000, ça fait un beau paquet de neuros. Il faut les réinvestir. Donc je réinvestis 300 000. Et il faut que je les réinvestisse dans des activités qui relèvent du deuxièmement de l'article 150 OBTR. Donc globalement, ça veut dire dans une activité commerciale, artisanale. Ce que je peux pas faire, c'est réinvestir dans l'immobilier ou dans des produits de placement financiers, quoi. Je vais pas aller faire de la crypto-monnaie, je vais pas aller faire ce genre de choses. Je vais pas aller racheter des SCPI, des choses comme ça. Mais sinon, en termes d'investissement, c'est pas si contraignant que ça. Mais je dois réinvestir 300 000. Voilà. À noter que là, je réinvestis 300 000. Il me reste 200 000 sur ma holding. Alors que si j'avais fait ma vente en direct, j'avais 350 000. Si je voulais réinvestir 300 000, il me restait que 50 000. Donc si je voulais réinvestir, c'était jamais le bon plan de faire une opération sans passer par une holding. Un autre cas qu'on rencontre aussi, c'est la création d'une holding dans le cadre d'un rachat d'entreprise. Potentiellement, si on essaie d'aller un peu plus loin, ici l'acheteur, imaginons qu'il s'appelle, je sais pas, on a qu'à l'appeler Vincent. Imaginons que Vincent, il décide de racheter la SAS Vicom. Vincent, il a été voir la banque, pouf, qui lui propose un emprunt 400 000, et il finance 100 000 euros sur fonds propres. Bah là-dessus, il y a quoi? Il y a un gros taux d'intérêt, surtout en ce moment. Et bah Vincent, peut-être qu'il aurait dû, avant de racheter la SAS Vicom, de créer une holding également, la holding Vince. Pouf. Ah. On a des flèches. On l'avait noir. Parce que s'il avait fait ça, notre ami Vincent, pour racheter la SAS Vicom, eh bien, la société holding, si elle emprunte à la place de Vincent, elle va pouvoir déduire les intérêts. Elle va pouvoir déduire les intérêts de la banque, de son résultat fiscal, et elle va pouvoir remonter l'argent ici sous forme de dividendes, et au régime mère-fille,
pour rembourser l'emprunt. Ouf. Si jamais c'est Vincent qui avait emprunté, il aurait dû tout rembourser de sa poche, quoi. Et s'il devait sortir l'argent d'ici pour venir ici, pour rembourser la banque ici, bah vous vous rappelez, hein, 30% de prélèvement. Donc là, il y a 30% de prélèvement qui se ferait pour qu'il puisse aller rembourser la banque. Donc ça veut dire que s'il veut compter sur le résultat de la SASU Ecom pour rembourser l'emprunt qu'il a fait à la banque, bah, la SASU Ecom va falloir qu'elle crache du cash, hein. Puisqu'à chaque fois, il va perdre 30%, quoi. Ce qui est énorme. Alors, s'il passe par ici, il ne paye pas les 30% de fiscalité, et du coup, bah, la holding, elle rembourse l'emprunt, quoi. Et en plus, si un jour il décide de la revendre, bah, vous avez vu, hein, là, on est sur des conditions extrêmement favorables. Je crois qu'on a vu pas mal de choses sur le sujet des holdings. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions. Sinon, moi, ce que je peux vous proposer de faire en complément, on avait fait un petit schéma. Est-ce qu'il faut créer une holding ou pas créer une holding? Et on peut regarder un peu ça si vous voulez. On est toujours sur le thème des holdings, ça peut être cool. On fait une autre aparté. Est-ce qu'il faut créer une holding? Oui, si oui, pourquoi? Et sinon, surtout, quand est-ce qu'il ne faut pas créer de holding? Je peux vous proposer ça, il nous reste un peu de temps, ça vous dit? Si vous en avez marre de holding, vous me le dites. Exactement. Bah, c'est ça que je vous propose de regarder. Ce qui, alors dans une version peut-être un peu plus, peut-être un peu moins jolie que le questionnaire 12. Quand on se questionne sur création d'une société holding, nous, côté juriste, côté juridique chez 12, on a plein de questions qu'on se dit qu'on va vous poser. Bah déjà, est-ce que votre activité, elle est à risque? Si votre activité, elle n'est pas à risque, bah, peut-être qu'une holding, c'est pas nécessaire. Si votre activité, elle est à risque, créer une société holding, ça peut être hyper intéressant. L'autre point qui va être déterminant pour savoir si vous devez créer une société holding, c'est est-ce que votre société, elle est transmissible? Est-ce que vous allez être en possibilité de la vendre? Il y a des sociétés qui se basent essentiellement sur votre travail personnel. Par exemple, vous êtes consultant en informatique et la valeur de votre entreprise est composée uniquement de votre force de travail au quotidien en tant que consultant. C'est-à-dire que si demain vous n'êtes plus là, la société ne vaut plus rien. Donc elle n'est pas vendable, cette société. Elle n'a pas de valeur autre que votre force de travail. Si la société n'est pas transmissible, pas forcément intéressant de faire une holding. Surtout si derrière vous n'allez pas avoir plusieurs sociétés filles, surtout à court terme. Vaut mieux temporiser. Si donc on a une activité pas à risque, qui n'est pas transmissible, qu'on va pas avoir plusieurs sociétés filles, bah clairement on va pas vous conseiller de faire une société holding. Si par contre on est dans le cas de figure où on a coché oui à une de ces questions, la notion de créer une holding, elle devient pertinente. Donc ça c'est chouette. Ensuite on se pose la question, et c'est ce qui était indiqué tout à l'heure dans le chat, est-ce que j'ai déjà clôturé un exercice comptable sur ma société fille? Si j'ai déjà clôturé un exercice comptable, eh ben, il va y avoir une valorisation. Si je n'ai pas clôturé d'exercice comptable, je vais pouvoir passer par un processus plus rapide. Si jamais il n'y a pas eu d'exercice comptable de clos, eh bien on va pouvoir réaliser une opération de cession de titre. Ce qu'on a vu avant, mais avec une fiscalité encore plus faible, puisqu'on va se retrouver dans une situation où on va faire une valorisation à la valeur nominale.
Et donc, ma société fille créée avec un capital de 1000 euros, avant, avant le bilan, la clôture du bilan, je peux continuer à la vendre 1000 euros. Donc, ça me permet de ne pas avoir de plus-value, quoi. Par contre, si ma société fille elle a déjà clôturé un exercice, il va falloir que je fasse une valorisation. Et en fonction de la valorisation, eh bien, je vais devoir soit me retrouver à faire une opération d'apport, une opération de cession avec plus-value, et donc tout ce qu'on a vu avant sur les différents calculs. Je trouve ça intéressant de mettre ça en perspective, à savoir qu'on pourrait, si vous voulez qu'on fasse les calculs avec une valeur nominale, on peut le faire. Mais globalement, c'est une opération qui est extrêmement simple. Puisque, eh bien, on a une société au capital, par exemple, de 1000 euros. Elle n'a pas clôturé, on la vend 1000 euros à une société holding, et donc, on n'a pas de plus-value. Donc, on ne paye pas de plus-value, on crée sa holding. Donc, finalement, le coût de création de la holding, il est réduit vraiment au minimum. À savoir les frais de création plus les frais de faire la cession de titres. Voilà. Donc ça, c'est un mécanisme qui marche bien. J'en profite d'ailleurs, peut-être qu'on peut parler de coûts. Parce que là, on a parlé de gains. Mais il faut aussi qu'on parle de coûts. On a parlé essentiellement de coûts fiscaux. Mais il y a aussi le coût de mise en œuvre. Mettre en œuvre une opération de création avec un apport de titres, ça implique pas mal de frais. Les frais de création et les frais d'apport. Il faut rédiger un contrat d'apport, il faut faire intervenir un commissaire aux apports qui va devoir rendre un rapport, il va évaluer la situation de la société fille dont on apporte les titres, et il va te rendre un rapport pour dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il y a dans le rapport. Enfin, ce qu'il y a dans la proposition de valorisation. Si j'arrive et que je dis au commissaire aux comptes, ma société vaut 500 000, et qu'en pratique, les comptes font ressortir que ça vaut absolument pas cette somme-là, le commissaire aux comptes, il va me dire David, vous êtes gentil, mais non. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je pourrais partir sur 500 000 ou pas. Hein. Même si le commissaire aux comptes me dit non, ça vaut pas 500 000, je peux choisir de le faire. Par contre, ça veut dire que si vraiment ça vaut pas 500 000, j'engage ma responsabilité personnelle en cas demain de défaut de l'entreprise. Ce qui vient annihiler tout l'intérêt d'avoir des sociétés à responsabilité limitée. Donc en général, on ne fait pas ça. C'est pas une bonne idée. Donc globalement, chez Dougs, ce que nous on repère, c'est qu'il faut estimer un coût pour créer une société holding avec un apport de titres. On est quelque chose autour de entre 2000 et 2300 euros hors taxe pour la mise en place d'un montage avec apport de titres. Aujourd'hui, en 2024. Là où, si je fais une opération de cession de titres, je vais faire ma création de société. Une fois que ma société est créée, je fais l'opération de cession. Globalement, ça va me coûter, dans le pire des cas, quelque chose autour des 1000 euros, quoi. Ça va être en dessous des 1000 euros, pour probablement entre 700 et 1000 euros. Donc c'est moitié moins cher, en gros. Même moins de moitié moins cher. C'est quasiment 3 fois moins cher. Par contre, les conditions fiscales ne sont pas les mêmes. Donc souvent, on peut avoir envie de créer une holding de manière un peu urgente, en se disant, comme ça, je réduis les coûts de l'opération. Si vous n'avez pas besoin de holding maintenant, faites pas de holding maintenant, même si ça réduit le coût de l'opération. Puisque vous créez quand même une société holding pour laquelle vous allez payer de la comptabilité, des frais bancaires, vous allez payer du juridique annuel, et tout ça, ça vaut, de toute façon, sur un an, ça va vous coûter plus que l'écart entre l'opération d'apport et l'opération de cession. Donc, c'est pas forcément rentable de dire je crée tout de suite, alors j'ai pas besoin de faire une holding, parce que je veux absolument faire une cession de titres pour économiser de l'argent que vous allez ressortir en frais fixes derrière, par le fait d'avoir la holding. Des fois, ça peut, si on n'a pas besoin tout de suite, autant attendre 2 ans et économiser 2 ans de frais fixes
avant de se lancer sur sa holding. Ça, c'est un point également qui me semble important de souligner. Créer une holding, c'est rarement... je me lève pas un matin et je me dis, tiens, allez, je me lance dans une holding. On est quand même sur des objectifs patrimoniaux à long terme, pour pas dire très long terme. La holding, ça va être un outil pour aller faire de la transmission également à ses enfants avec le moins de fiscalité possible. On pourra, si vous voulez, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra essayer d'envisager un live où on parle un peu de transmission de société. On pourra parler de démembrement de propriété, par exemple, et regarder comment on fait pour optimiser la transmission d'entreprise. Donc ça peut être cool. Tout ça pour dire, vous pressez pas trop sur le fait de sauter pas trop sur votre holding. Prenez le temps, par exemple, de prendre rendez-vous avec un conseiller chez Dougs, qu'on puisse étudier votre situation, vous donner les bons conseils et faire le montage en bonne et due forme dans de bonnes conditions. Voilà. Moi, c'est ce que je vous recommande. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Sinon, on est un peu en avance. J'en profite quand même pour vous parler des vidéos qui sont sorties cette semaine. Je ne sais pas si vous avez pu les regarder. Il y a quelques vidéos qui sont très très sympas qui sont sorties sur la chaîne de Dougs Compta. Évidemment que vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Dougs Compta. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire. Et donc, il y a une super vidéo qui est sortie sur la TVS. Moi, je vous invite à aller voir cette vidéo, qui est très cool. C'est Patrick et Naïma. Je pense que ça peut être chouette d'aller voir. Il y a eu pas mal de modifications cette année dans la loi de finances concernant la taxe sur les véhicules de société. En fait, elle s'appelle plus TVS, mais c'est pas très grave. Et vous avez également une super vidéo qui est sortie sur nos pronostics. On s'est bien amusé à faire ça. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir cette vidéo. On s'est amusé à faire une petite vidéo de pronostics pour voir comment on imaginait l'évolution de la comptabilité ou même de la réglementation qui s'attaque aux entreprises dans les prochaines années. Parce qu'on a régulièrement des surprises. Parce que là, je vous ai dit plein de choses. Par exemple, sur les dividendes, sur les régimes Murphy, etc. Mais il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Et malheureusement, c'est compliqué d'étudier les régimes fiscaux et d'envisager des opérations à long terme, voire dire très long terme, comme les holdings, avec potentiellement de l'incertitude fiscale sur les prochaines années. Il y a eu en fin 2023 des décisions jurisprudentielles sur les professions libérales. C'était des sociétés d'exercice libéral, des SEL, qui se sont vues appliquer des cotisations sociales sur les dividendes remontés entre la fille et la mère. Ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant, par exemple. Le fondement consiste à dire, en fait, le dirigeant, c'est quand même son activité, et peu importe qu'il soit perçu par une holding dont il est le seul associé ou par lui-même, c'est des revenus d'activité professionnelle indépendante, il faut appliquer des cotisations sociales dessus. Ça fait très mal. Nous, on surveille de près l'évolution de ces décisions. Ça pourrait demain s'appliquer à d'autres mesures, donc à d'autres périmètres. Donc suivez bien l'actualité avec Dougs, parce qu'on vous tiendra informé de toutes ces évolutions au fur et à mesure. Écoutez, je crois qu'on va finir un petit peu en avance. Petit quart d'heure en avance, mais bon, ça fait 1h15 qu'on est ensemble, qu'on parle de holding. N'hésitez pas, si vous voulez regarder des morceaux de cette vidéo, elle sera disponible sur la chaîne très rapidement. Et puis si jamais vous voulez, profitez-en aussi pour venir voir éventuellement nos webinars. J'anime très régulièrement des webinars pour Dougs, que ce soit sur le thème des holdings, la création de sociétés de manière classique,
Ça peut être aussi sur les pactes d'associés. Ça peut être sur les assemblées générales. Voilà. Il y a plein de sujets. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager les sujets que vous aimeriez voir, par exemple, abordés dans le live la semaine prochaine. Ça pourrait être sympa. Si vous avez des idées, des sujets que vous voulez voir traités, ça pourrait se faire. Et du coup, sur doux.fr, vous pouvez accéder à la liste de tous les webinars pour aller voir. Moi, j'en fais un jeudi après-midi à 14h30. Si vous voulez vous inscrire, pas hésiter. Pacte d'associés, ça vous intéresse? On a fait un peu de contenu sur le sujet. On pourrait s'amuser à faire une session live où on parle des différentes clauses. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un pacte? Dans quelle configuration? On pourrait essayer d'imaginer même plusieurs scènes avec, tiens, là on est à 50-50, on fait rentrer des investisseurs. D'ailleurs, on pourrait aborder le sujet. Comment on fait rentrer des investisseurs dans une société? Une table de capitalisation, à quoi ça ressemble? Comment on calcule tout ça? Les primes d'émission? Plein de sujets qui peuvent être intéressants, liés autour du pacte d'associés également. Écoutez, pacte d'associés, je note. Dans les contenus que j'aime bien aborder, il y a les conditions générales de vente aussi. Clairement, augmentation de capital, faire rentrer des investisseurs et pacte d'associés, le sujet c'est levée de fonds. On pourrait aborder ce point-là. Et en plus, il y a des fois j'ai eu un client il n'y a pas très longtemps, il s'est retrouvé avec une difficulté. Il y a de plus en plus de prestataires des prestataires dits de levée de fonds qui peuvent vous trouver des business angels, des investisseurs qui rentrent dans votre société. Et en fait, ils vous organisent ça complètement à l'arrache. J'ai un client sur lequel on a dû tout refaire. Ça lui a coûté plus cher que s'il était passé par nous directement. Et on a dû tout lui refaire. Les statuts étaient faits n'importe comment. Il se retrouvait complètement dilué alors qu'en réalité, il n'aurait pas du tout dû l'être. Enfin, c'est un sujet qui est assez délicat. Faut le manipuler. Donc faites attention aux sites internet ou aux prestataires qui vous vendent des levées de fonds express, éclairs, extrêmement simples et réalisées en 2 temps, 3 mouvements. Il peut y avoir des mauvaises blagues derrière ça. Ça peut pas se faire à la légère. D'accord. Eh ben voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas, je vous dis pas ça juste pour vous faire peur. Même si je peux comprendre, ça fait peur, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Donc faites bien attention à bien vous accompagner. J'allais vous dire, vous faites une levée de fonds. Si c'est pas le moment où vous devez en dépenser un peu pour être bien accompagné, je sais pas quand est-ce que vous allez le faire. Voilà. Et je suis d'accord globalement. En tant qu'entrepreneur, on fait attention à ce qu'on dépense. Il faut aussi savoir dépenser stratégiquement pour pas rencontrer de difficultés. Voilà. Évidemment, je prêche ma paroisse en toute logique. Si vous avez apprécié ce contenu sur les holdings, il y a aussi, on a fait une vidéo avec Patrick dans une ambiance qu'on appelle C'est pas sorcier, en référence à la célèbre émission de Jamie et Fred, où on illustre un petit peu les notions qu'on a pu en partie voir ce soir. Régime Murphy, notamment régime donc pour les dividendes. On essaie de faire un peu des expériences un peu ludiques sur le sujet. C'est une vidéo qui a bien marché sur notre chaîne YouTube. Donc pourquoi pas creuser le sujet avec ce contenu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce soir. Merci pour les personnes qui étaient présentes. Ça me fait très plaisir de faire ces lives avec vous, de répondre à vos questions. N'hésitez pas également, je sais pas, vous pouvez m'envoyer des messages sur LinkedIn ou sur doux.fr directement. Vous laissez des commentaires s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés. Voilà, ça sera avec plaisir qu'on pourra le faire ensemble le mardi. Également sur ce créneau du mardi soir, 21h. Alors je l'ai fait aussi parce que je trouvais ça intéressant d'un point de vue de mon agenda personnel. Mais
c'est pas exclu qu'on puisse de temps en temps le faire ailleurs, le faire à d'autres moments. Est-ce que ça vous arrangerait de le faire des lives plutôt en journée, plutôt le matin? Le matin, c'est dur, hein. Enfin, pour moi, hein. Et peut-être qu'on pourrait en faire l'après-midi, ou peut-être que déjà, c'est juste plus tôt. Est-ce que ça vous arrange plus tôt? N'hésitez pas aussi à me faire tous ces retours-là. Cette chaîne, ça va s'inscrire dans un projet à long terme. Et donc, toutes les remontées seront très utiles. C'est ce que je me suis dit initialement. Je me suis dit, nous, chez Doux, sur notre chaîne YouTube, on a déjà fait pas mal de lives. Et à chaque fois, on se pose cette question, quel est le bon moment de la journée? Parce que si on le fait le soir, potentiellement, il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie de parler de 150 obétaires du Code général des impôts à 22 heures, vous voyez. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de la santé mentale des personnes qui le font. Petite pensée pour nos amis fiscalistes. Mais la journée, classiquement, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire. Donc on n'a pas forcément le temps à consacrer non plus 1h30, 2 heures de son temps à m'écouter parler sur ce genre de choses. Donc voilà. Je suis un peu, personnellement, je suis un peu dans le questionnement, hein. On a tenté les primes des fois le midi, entre midi et 2. On a tenté des lives à 17h, on en a fait des fois à 20h. J'ai pas trouvé la bonne formule en termes d'horaire encore. Donc je n'exclus pas de tenter des choses sur cette chaîne Twitch, sur les horaires. Donc voilà. Si vous avez des idées, des demandes, faites-les moi passer. Et puis je verrai ce que je peux faire pour être le plus en adéquation avec ce que vous avez besoin. Plutôt le soir et le week-end. C'est vrai que en fait, les webinars, moi je les anime, hein. Les webinars, ça s'inscrit plutôt sur des temps courts. Et encore, moi, si j'ai aussi envie de pousser le sujet de la chaîne Twitch, c'est parce que j'avais de plus en plus mal à faire des webinars courts. C'est-à-dire qu'un webinar, c'est plutôt un format 30 minutes, quoi. Entre 25 et 35 minutes. Et dernièrement, les webinars auxquels j'ai pu participer, c'était plutôt 50 minutes, voire 1 heure et quart. Et je me suis dit que ça serait plus sympa de les faire dans une ambiance un peu plus calme, plus posée sur Twitch qu'en webinar. Où des fois, c'est vraiment la course pour répondre à toutes les questions. Et on veut absolument répondre à toutes les questions. C'est important pour nous. C'est quelque chose qu'on essaie de maintenir. Donc, voilà. Tout simplement. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. On arrive du coup quasiment à la fin. Souvent je drop avant la fin. Eh ben oui, je comprends, hein. Clairement, passer plus de 30 minutes sur ce genre de contenu en plein milieu de la journée de boulot, c'est pas simple. Donc tout à fait compréhensible. Tout à fait compréhensible. Alors ça, c'est une bonne question. Pour le moment, on n'a pas prévu de mettre les streams dispo sur YouTube. Peut-être qu'on le fera. Alors peut-être que notre service marketing va aussi s'en servir pour faire des shorts ou on va peut-être faire des clips, tout simplement, hein, clipper certains passages. Pour le moment, on n'a pas pris de décision parce que c'est le lancement, hein, ça a une semaine, le lancement de la chaîne Twitch. On a fait la première mardi dernier. Si c'est des choses qui peuvent intéresser, on pourrait effectivement envisager de mettre à dispo tout ça sur... À vrai dire, moi je débute, hein, sur Twitch. Je ne sais pas, par exemple, le temps de mise à disposition des lives sur Twitch. Est-ce qu'au bout d'un moment, Twitch va me dire vos lives, vos anciens lives, il va falloir les retirer, ils ne sont plus dispo. Quoi qu'il arrive, moi je les enregistre pour les conserver. Et peut-être qu'on pourra les mettre sur YouTube, ouais. Ça pourrait être sympa. L'idée est bonne. Eh bien écoutez, je crois qu'on est bon pour ce soir. Je vous remercie beaucoup à tous. Merci pour vos questions. C'était chouette. Et vous avez une base plus installée sur YouTube. C'est vrai qu'on a, on a plus de 60 000 personnes sur YouTube. Ça pourrait nous permettre effectivement de faire un peu de communication sur l'existence des lives. C'est une excellente proposition.
J'ai plus qu'à pousser l'idée côté 12. J'en parlerai, promis. Ça pourrait être une bonne idée pour ramener du monde sur ce Twitch. Allez, cette fois je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et j'étais ravi de passer ce temps avec vous. Et je vous dis du coup à très vite chez 12. Bye bye.